La politique des logements sociaux et économiques lancée par le gouvernement se concrétise dans les hauts-bassins. Dans cette localité, 60 logements ont été réalisés à un coût de 400 millions de francs CFA. La remise officielle des clés de ces logements a eu lieu le vendredi dernier à Bobo-Dioulasso. Et puis, dans cette édition, nous irons à la plaine de Karkivkela pour découvrir une technique appelée système de riziculture intensive. Cette technique qui utilise moins d'eau et moins d'intrants permet d'augmenter les rendements agricoles. Elle est expérimentée depuis 2012 par l'Institut de l'environnement et de recherche agricole. Bonjour à toutes et à tous, bonne fête de Pentecôte et merci de suivre les 13h15 de la télévision du Burkina. Nous prenons donc la direction de Bobo-Dioulasso pour découvrir les nouveaux logements sociaux de cette localité. Jeudi dernier, les clés de 60 logements ont été remises à leurs propriétaires en présence du ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. Réalisés à hauteur de 400 millions de francs CFA, ces logements sont le résultat d'un partenariat entre l'État burkinabé et les promoteurs immobiliers privés. Cette initiative du gouvernement vise à mettre des logements sociaux et économiques au profit des populations burkinabées. Kadou Romenki. C'est une pièce théâtrale incitative à l'inscription au programme 10 000 logements sociaux et économiques lancé par le gouvernement burkinabé en 2008. Une pièce jouée lors de cette remise officielle des clés de 60 logements construits dans le cadre d'un partenariat public-privé. Un promoteur immobilier, notamment M. Boubacar Barrow, a, avec une convention justement, appuyé l'État dans la construction de logements. Donc en réalité, le sens que nous donnons à ça, c'est de venir d'abord l'encourager, parce qu'en fait c'est l'État qui l'a appuyé, et susciter aussi d'autres promoteurs pour permettre à l'État d'atteindre cet objectif, de permettre aux Burkinabés d'avoir un logement décent. Avec l'État, bon, c'est gagnant-gagnant, donc l'accompagnement a été fait et puis tout le matériel a été exonéré. Puis, le travail, ça s'est bien terminé. Ce sont des maisons de type F3. Pour les bénéficiaires, c'est la concrétisation d'un projet de vie. Nous sommes vraiment très heureux, très contents de concrétiser un rêve. Pour certains, vieux de 10 ans, 20 ans, 25 ans, voire 30 ans pour certains. Mais aussi, nous avons bien sûr des inquiétudes. Il y a des difficultés que nous traversons. Nous avons parlé du problème de l'électricité, nous avons parlé du problème de l'eau, nous avons parlé du problème des voies. En plus de ces 60 logements, 100 autres ont été construits ici à Bobo-Dioulasso en 2010. Toutes choses qui contribuent à satisfaire la demande immobilière de la ville de Sia, dont le besoin est estimé à 6 000 unités de logement par an, selon le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Restons à Bobo-Dioulasso où une opération de recensement fiscal a été lancée le vendredi dernier à l'initiative de la Direction générale des impôts. Cette opération permettra de mobiliser davantage de fonds au profit du budget de l'État. L'opération de recensement fiscal dans les hauts-bassins va se dérouler jusqu'au 31 juillet prochain et c'est la ministre en charge du budget qui a procédé à son lancement. Le reportage de Ali Traouri. Un agent de recouvrement pas comme les autres en activité dans une quincaillerie à Bobo-Dioulasso. La ministre déléguée chargée du budget, à travers cet acte, lance officiellement l'opération spéciale de recensement fiscal. Il y a de fortes attentes des populations en dépit du budget d'austérité qui a été élaboré. Que faire? Comment prendre en charge l'ensemble de ces attentes des populations? Et comment financer ce budget qui a été élaboré le 29 décembre 2009? Il n'y a pas 36 solutions, c'est une seule. Il faut mobiliser les ressources à la hauteur des ambitions de tout le peuple burkinabé. Cette mobilisation des ressources, au-delà d'assurer la sécurité des biens et des personnes, permettra de mieux maîtriser le fichier fiscal. Il y a des gens qui n'existaient pas en 2006 quand on a fait le dernier recensement. Ça va nous permettre d'identifier ces gens-là. Et c'est pour cela que dans notre jargon, on parle d'élargissement de l'assiette. Ce recensement aussi va permettre ceux qui ont vu leurs affaires prospérer, de leur demander de cotiser un peu plus. Ceux aussi qui ont vu leurs affaires se détériorer, on ne peut pas continuer de leur demander la même contribution que de par le passé. Les contribuables semblent réceptifs à l'opération. Le Burkina est un pays pauvre et nous le savons bien. Il n'y a que les recettes fiscales et les recettes douanières qui contribuent au développement donc du Burkina Faso. Cette opération va s'étendre jusqu'au 15 juillet
2015. Du matériel, il en faut au ministère de l'Économie et des Finances pour plus d'efficacité dans les différentes activités de ce ministère. Le programme d'appui au renforcement de la gestion des finances publiques et des statistiques a répondu à ce besoin le 20 mai dernier à Ouagadougou. Il a offert du matériel informatique pour renforcer les capacités techniques et organisationnelles du ministère de l'Économie et des Finances. La valeur de ce don est estimée à plus de 280 millions de francs CFA. Nathalie Sawadgo Nabaloum. Des ordinateurs, des imprimantes, des photocopieurs, un serveur, un vidéoprojecteur, bref, voici le lot de matériel informatique offert par le programme d'appui au renforcement de la gestion des finances publiques et des statistiques par GS au ministère de l'Économie et des Finances. D'un coût global de plus de 280 millions de francs CFA, ce geste va permettre au ministère de renforcer les capacités organisationnelles et techniques de l'ensemble du système statistique national et partant de là, améliorer la production statistique du Burkina Faso. Nous avions un processus de déploiement des postes comptables à mettre en place. Et cet équipement que nous venons de recevoir va nous permettre de déployer ce matériel dans ces différents postes et pouvoir mettre effectivement la comptabilité matière en place. Ce don entre dans le cadre d'une série d'accompagnements que l'Union européenne, à travers le PARGS, n'a cessé d'apporter à tous les ministères et institutions, et plus particulièrement au ministère de l'Économie et des Finances. Vraiment un travail en profondeur au cours des années écoulées, mais que nous souhaitons intensifier dans cette période très particulière de transition où, Madame le ministre vient de le rappeler, le budget est un budget difficile, c'est un budget d'austérité, et donc il faut donner aux autorités publiques et au personnel qui mettent en œuvre les meilleurs moyens de travailler au service de la population du Burkina. La réception de ce lot de matériel intervient dans un contexte d'austérité budgétaire qui exige une utilisation rationnelle et efficiente des choses publiques. Et c'est une bouffée d'oxygène pour les étudiants en sciences de la santé de l'Université de Ouagadougou qui étaient jusque-là confrontés au manque de documents pour leur formation. Ils ont reçu 4000 ouvrages de médecine pour améliorer leurs conditions de travail. Le don est de l'Organisation mondiale de la santé à travers sa représentation au Burkina Faso. La cérémonie de remise de ce don s'est déroulée le vendredi dernier en présence de Abdoul Rasmane Zongo. C'est un échantillon de 4000 ouvrages destinés aux étudiants de l'unité de formation et de recherche en sciences de la santé, UFR-SDS et l'OMS. La donatrice se donne des précisions. Le livre, je veux dire, c'est la roue de l'étudiant en médecine. Sans le livre, l'étudiant en médecine ne peut pas apprendre. Nous pouvons parler d'Internet et de technologies modernes de communication de l'information, mais le livre est toujours là, il est accessible, il est toujours d'actualité. Voilà pourquoi l'OMS s'est investi à mobiliser ces 4000 livres. Ces outils éducatifs ont une grande importance et traitent de plusieurs spécialités en médecine. La formation d'un médecin, d'un spécialiste de la santé repose sur 3 sujets en général. D'abord, l'étudiant lui-même, qui est un acteur de sa formation, l'enseignant qui est chargé de faire transmettre la connaissance, et le livre, qui est justement la référence et pour l'enseignant et pour l'étudiant. Nous avons eu des documents de cardiologie, des documents de pédiatrie, des documents de gastro, des documents de sciences fondamentales, tels que la biochimie, la biophysique, la physiologie. C'est la deuxième fois que l'OMS fait un geste à l'UFR-SDS et dont les responsables souhaitent une pérennité du partenariat. Autre point de l'actualité, la coalition burkinabé pour le suivi de la mise en œuvre de la Convention sur l'élimination de toute forme de violence, de discrimination à l'égard des femmes a organisé une conférence de presse hier à Ouagadougou. Au menu des échanges avec les journalistes, l'application des recommandations du Comité des Nations Unies sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes. Les organisateurs de cette conférence de presse en ont profité pour lancer un appel aux acteurs politiques pour une prise en compte des droits femmes dans leur programme d'activité. Le reportage de Hippolyte Milogo et Moumoune Soubega.
Face à la presse, la coalition burkinabé pour le suivi de la mise en œuvre de la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes CEDEAO a voulu attirer l'attention des acteurs et autorités politiques sur la prise en compte des préoccupations des femmes à la veille des échéances électorales d'octobre 2015. Et conformément à la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007, toutes les mesures appropriées doivent être prises pour l'application des droits fondamentaux des femmes. C'est déjà de faire en sorte que les partis politiques et tous les acteurs politiques s'engagent pour que les élections se passent dans la paix. Et aussi pour faire part des préoccupations des femmes. Parce que nous avons vu que dans toute cette bataille électorale, là, on parle de tout le monde sauf de nous. Or, nous sommes là, nous sommes électrices, mais nous sommes aussi des candidates. Et à ce titre-là, lorsqu'on parle du code électoral, lorsqu'on parle de toutes les lois et les mesures qui sont prises pour les élections, il ne faut pas oublier les femmes. La coalition est déterminée dans son plaidoyer à faire aboutir certaines recommandations prioritaires des Nations Unies. Elles ont pour nom la paix et la sécurité en période pré- et post-électorale, l'accès des femmes aux instances juridictionnelles et la prise en compte des préoccupations de la femme rurale. La coalition prône également le code de bonne conduite en application des dispositions de la Constitution du 2 juin 1991. Un code qui sera utile pour une paix durable au Burkina, selon la coordinatrice. Des journées d'hommage à Jacqueline Kizerbo, épouse de Joseph Kizerbo, seront bientôt organisées. Et pour en savoir davantage, nous avons comme invité Mme Adèle Congo-Kabouré. Elle est membre du comité d'organisation de ces journées d'hommage à Jacqueline Kizerbo. Bonjour Mme Congo. Bonjour. Alors, qui sont déjà les initiatives de ces journées d'hommage à Jacqueline Kizerbo? Qui a initié ces journées? Je voudrais d'abord dire merci à la télévision pour ce temps d'antenne qui nous est accordé. Les journées d'hommage à Mme Jacqueline Kizerbo sont organisées par les anciennes internes du cours normal de jeunes filles. Et je voudrais rappeler que Mme Jacqueline Kizerbo a été la première directrice africaine de cet établissement de 1961 à 1974. Pourquoi nous voulons organiser ces journées? Mme Jacqueline Kizerbo est une éducatrice par excellence. Elle est parmi les pionnières pour la promotion de l'éducation de la jeune fille. Et nous toutes qui sommes passées à l'internat, nous avons bénéficié de son encadrement. C'est une femme de vision, une femme de talent, une femme de rigueur. Et elle nous a fait partager ces valeurs fondamentales de l'éducation que sont le respect de soi-même, le respect de l'autre, la discipline, la rigueur, l'ardeur au travail. Autant de choses aujourd'hui qui sont des défis à relever au niveau de l'éducation. Madame Jacqueline Kizerbo également a été pour nous une mère qui a su allier, je dirais, le bâton et la carotte. Et elle nous a conseillés, elle nous a encadrés et nous devons beaucoup notre succès d'aujourd'hui. D'accord. Est-ce qu'il y a un message particulier que vous souhaitez faire passer à travers ces journées-là? Oui, à travers ces journées, nous voulons, comme nous disons, rendre hommage et exprimer notre reconnaissance à cette femme qui a largement contribué à notre éducation. Nous voulons également saisir cette opportunité pour exprimer notre reconnaissance à l'État, parce que nous avons eu le privilège d'être pris en charge totalement dans notre éducation au secondaire. Et cela n'est pas observé aujourd'hui quand on voit les difficultés que les uns et les autres rencontrent pour l'éducation des enfants. D'accord. Et ces journées sont prévues pour ces Ces journées sont prévues pour le 29 et le 31 mai. D'accord. Et quelles sont les activités qui sont prévues à cet effet? L'activité première, c'est une conférence qui est organisée le vendredi 29 à partir de 8h au CBC. Et le thème, c'est la problématique de la promotion de l'éducation de la jeune fille, le rôle et la place de l'internat. Et nous voulons, à travers ce thème, susciter des débats, interpeller un peu, si vous voulez, toutes les structures éducatives, la société, les parents, sur les défis, les nombreux défis qu'il y a aujourd'hui par rapport à l'éducation de manière générale et de la jeune fille en particulier. D'accord. Et pour terminer, qui est invité à prendre part à ces journées d'hommage à Jacqueline Ces journées d'hommage, le clou de la cérémonie, c'est le 29 au soir à travers un dîner gala où nous allons de manière officielle célébrer Mme Kizerbo et nous invitons toutes les anciennes normaliennes,
toutes celles qui n'ont pas pu encore avoir l'information, qu'elles puissent le faire et qu'elles se joignent à nous. Et tout le monde est invité. Les anciennes normaliennes, vous tous, qui nous fait l'amitié de venir nous accompagner dans ces vieux souvenirs que nous voulons évoquer. D'accord. Merci, Madame Congo. Je rappelle que vous êtes venue nous parler des journées d'hommage à Jacqueline Kizerbo, épouse de Joseph Kizerbo. Ces journées donc, qui sont prévues pour commencer le 29 mai. Et le 31 mai. Merci beaucoup. Merci de rester aussi pour la suite du journal. Merci. Et dans la suite, nous allons dire un mot sur les activités des partis politiques. Une délégation de l'Union pour le progrès et le changement était hier à Kaya, dans le San Matenga. La délégation de l'UPC avait à sa tête son président Zéphirin Diabré. Face aux militants, il a appelé à la mobilisation. Il leur a aussi demandé de garder précieusement leur carte d'électeur pour pouvoir prendre part effectivement aux futures élections. Le reportage de Draman Guinée. Revue de troupes de Zéphirin Diabré à Kaya. Ici, dans le chef-lieu de la région du Centre-Nord, le président de l'UPC et son équipe sont venus au contact de la base. Face à ces militants, le message essentiel est celui de la mobilisation. Leur mobilisation, leur engagement, puisque c'est tout ça qui a permis que le changement qu'on a voulu au mois d'octobre là se passe. Mais nous continuons à les exhorter en disant que le changement n'est pas encore obtenu totalement. Et si nous sommes dans une transition, si nous allons organiser bientôt des élections, c'est pour avoir le vrai changement. Et il faut donc qu'ils restent mobilisés, voilà, qu'ils restent déterminés et engagés, pour que le parti continue en tout cas à voler de victoire en victoire. La province du San Matenga est un nouveau terrain de combat pour l'UPC. Mais déjà, Zéphirin Diabré peut apprécier le coup d'essai. On a essayé d'abord de faire un travail de fond et de nous assurer qu'on a quand même des bases solides avant d'aller à des élections. Là, je pense que nos camarades ici sur place, le correspondant provincial Mathias, son adjoint Marafiam Naba, ont fait un travail extraordinaire. Donc vous voyez le résultat qui montre que, en tout cas maintenant là, contrairement à 2012, l'UPC est une force incontournable donc, dans la province du San Matenga. Et c'est un bilan donc satisfaisant que je tire de ce que j'ai vu depuis ce matin. La délégation de l'UPC appelle la population de Kaya à garder précieusement les cartes d'électeurs. Un sésame qui leur permettra de voter utile le moment venu. Un mot d'agriculture à présent. Une nouvelle technique culturelle a été expérimentée depuis 2012 à la plaine risicole de Karfigela dans la région des Cascades. Cette technique s'appelle le système de riziculture intensive et c'est une technique qui exige moins d'eau et d'intrants mais qui permet aux producteurs d'augmenter leur rendement. Elle est expérimentée par l'Institut de l'environnement et de recherche agricole INERA et pour constater les résultats de cette technique, des agents de l'INERA et des responsables en charge de l'agriculture se sont rendus à la plaine de Karfigela. Le point avec Karim Sissi. Créé voilà 17 ans, APIL, Action pour la promotion des initiatives locales, s'est donné pour mission d'accompagner les producteurs dans toute leur diversité. En 2014, 380 millions de francs CFA ont été investis dans de nombreux secteurs porteurs. Nous avons soutenu en tout 2400 apiculteurs qui ont produit 45 tonnes de miel pour un chiffre d'affaires de 42 millions de francs CFA. Nous avons travaillé également au réseautage dans les communes. Nous avons accompagné 1380 maraîchers dans au moins une soixantaine d'hectares. Ils ont produit 1380 tonnes de tomates d'oignons. Comme chaque année, membres associés, bénéficiaires, partenaires techniques et financiers se sont encore retrouvés au siège de la structure à Kaya pour apprécier ce qui a réellement été fait sur le terrain et voir dans quelle mesure renforcer les acquis. Les actions que l'ONG mène vont en phase avec les objectifs du gouvernement en matière de renforcement de capacités, en matière d'accompagnement de la décentralisation et également en matière de lutte contre la pauvreté. La FAO, SOS Fin Belgique, le FONAEF et bien d'autres, ce sont là les partenaires techniques et financiers qui accompagnent APIL dans sa mission de lutte contre la vulnérabilité en milieu rural. Le Centre-Nord et le Plateau central sont les localités bénéficiaires.
Voilà, vous l'aurez donc rectifié. L'ONG dénommée APIL, donc Action pour la promotion des initiatives locales, a fait le point donc de ses activités menées en 2015. Et de ce bilan, il ressort que cette ONG aurait investi près de 400 millions de francs CFA au profit des producteurs. Et c'était un bilan jugé satisfaisant. Et l'ONG APIL entend renforcer les acquis engrangés lors de sa prochaine saison d'activité. Et nous repartons, si tout va bien, dans les cascades, pour voir cette nouvelle technique culturelle qui est expérimentée depuis 2012 à la plaine risicole de Karfigela dans la région des Cascades. Et cette technique s'appelle le système de riziculture intensive. Elle est expérimentée par l'Institut de l'environnement et de recherche agricole. Et pour constater les résultats de cette technique, des agents de l'INERA et des responsables en charge de l'agriculture se sont rendus sur le terrain. On voit cela avec Karim Sissi. Créé voilà 17 ans, d'accompagner les producteurs dans toute leur diversité. En 2014, 380 millions de francs CFA ont été investis dans de nombreux secteurs porteurs. Nous avons soutenu en tout 2400 apiculteurs qui ont produit 45 tonnes de miel pour un chiffre d'affaires de 42 millions de francs CFA. Nous avons travaillé également au réseautage dans les communes. Nous avons accompagné 1380 maraîchers dans au moins une soixantaine d'hectares. Ils ont produit... C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous avez rendez-vous avec Godefroy Bazé dans l'édition du 13h15. Très bon après-midi à toutes et à tous et à très bientôt.